Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Waters Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, il y a quelques temps, on a fait une vidéo ici sur Acco Capital. Ok, on regardait à peu près les entreprises en portefeuille, etc. On essayait de faire une review ici. On s'est rendu compte qu'on avait uniquement des entités extrêmement qualitatives ici. Je me suis dit, ok, pourquoi pas faire des vidéos individuelles sur les entreprises qu'on n'a pas encore mentionnées sur la chaîne Top Invest. Ok, donc ici, Waters Corporation, on commence par elle. Ok, donc Waters Corporation, qu'est-ce qu'elle fait selon la description de Zone Bourse? Comme je dis toujours ici, on commence par là, mais on va aller quand même lire les rapports financiers, comprendre à peu près comment est-ce que l'entreprise rapporte de l'argent. Donc, on dit ici essentiellement que c'est une compagnie spécialisée ici dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'instruments analytiques. OK. Si c'est le cas, on est peut-être sur des concurrents un peu à la... Comme on n'a pas encore cette compagnie française là, qui est également de très bonne qualité. Je ne dirais pas que c'est un concurrent pur et parfait ici, mais je pensais ici à... Son nom va m'échapper. Ce qui est drôle ici, c'est que c'est quand je la recherche que son nom m'échappe. C'est pas plus grosse que ça. Donc je pense que c'est celle qui vend... C'est une Allemande également et Sartorius. Voilà, c'est ça. C'est celle-là qui me revient en tête. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des concurrents purs et parfaits, mais je pense à elle directement quand je vois à peu près ce que Waters Corporation fait. Je me dis ici que c'est un genre de business où c'est vraiment c'est vraiment ici des produits très spécialisés, ok, et sur lequel on ne peut pas s'amuser à aller acheter de la mauvaise qualité. Parce que ça touche à la santé. On aime ça. Donc, c'est-à-dire que à qui est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on peut augmenter les prix? On voit également ici que géographiquement, on vend aux États-Unis, etc. Blablabla. Vous pouvez aller le faire de vous-même. OK? Nous, on va regarder les chiffres, on va les regarder du point de vue quantitatif. Et je rappelle toujours une chose, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter où on partage vraiment des analyses sectorielles. Mais également, en premier commentaire épinglé, je vous laisse aller voir ce qui est présentement disponible pour vous. OK? Maintenant, nous avons ceci. Nous avons ici une compagnie. Première chose que je vais regarder, stabilité ou croissance des revenus. On adore ça. Revenus croissants. La question à poser derrière, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que les revenus sont croissants? Ça vient d'où? Acquisition, manière organique, acquisition organique, ou c'est organique? On va aller poser ce genre de questions-là. On se rend compte ici que c'est plus organique que toute autre chose. Elle n'a pas l'habitude de faire beaucoup d'acquisitions. Donc, taille du marché, etc. Vous connaissez la chanson. OK? Maintenant, marge brute, stabilité ou croissance? On a plutôt une stabilité des marges brutes. Oui, je sais, on est allé un tout petit peu en dessous ici, aux alentours de 57%, mais faites attention ici parce qu'il y a un effet d'optique généralement sur cette chaîne, sur Coifin. Donc, on se dira ici qu'il n'y a pas grand-chose. C'est 1% de différence. C'est un business qui a tendance à être correctement, à gérer correctement ses marges. OK? Marge brute, stable. Est-ce que marge EBITDA stable, sinon croissante? On constate quoi? Les marges EBITDA sont plutôt croissantes. 27%, 33% sur les dernières années, ici, disons les 5 dernières années, on est plutôt aux alentours de 33% par là. On aime ça. Donc, c'est une entreprise qui augmente ses marges de plus en plus. Est-ce que le nombre les net income et les free cash flow vont dans le même sens? Oui. Donc, on peut prendre les net income ici comme un proxy pour les free cash flow. OK? Donc, je prends les marges plutôt. OK? Maintenant, on va regarder le nombre d'actions. Est-ce que ça augmente ou ça diminue? Ouh, on aime ça. Elle rachète massivement ses actions. On aime ça. D'aucuns vont se dire, oui, mais le dividende, c'est une compagnie qui peut verser un dividende aujourd'hui. À un moment donné, elle va le faire. On avait entre 2001, est-ce que vous vous rendez compte? Je vais juste, on va le mettre comme ça. Entre 2001 et aujourd'hui, elle a racheté 56% de ses actions. 56. Donc, si à bénéfice net égal ici, vous aurez pu doubler juste avec le rachat d'actions, le bénéfice net par action. C'est magnifique. OK? Surtout si ça a été fait à des prix assez intéressants. OK? Donc, aujourd'hui, après on va parler du dividende, on pourra voir ici quel est le dividende qu'elle pourra verser ici aujourd'hui si elle décide de le faire. Je dis bien si elle décide de le faire. OK? Donc, j'aime bien le rachat d'actions. OK? Ça permet ici de booster mon bénéfice net par action parce que vous allez le voir ici. Si on prend le EPS ici, vous allez voir que c'est extrêmement croissant. Et si on prend le EPS CAGR, donc c'est-à-dire que le compound, donc en prenant en considération la croissance, où est-ce qu'il est, CAGR, où est-ce que je l'ai trouvé ici, EPS before extra, ok, on va le mettre comme ça. Sur les 10 dernières années, on a une croissance moyenne de 8,5%.
En termes de revenus ici, sur les 10 dernières années, on va vérifier. Hein, on a une croissance moyenne de combien? On prend ceci, 10 dernières années. On a une croissance moyenne de 4,89%. Donc, les revenus sont, les bénéfices nets par action croient plus vite que les revenus. OK? Donc, quand on a 5% de croissance de revenus, on n'a pas forcément 5% en termes de croissance des bénéfices nets par action. J'ai bien parlé des bénéfices nets par action et non des bénéfices. Bénéfices nets par action et non des bénéfices. OK? Donc, c'est bien. Et ça, c'est parce qu'on rachète des actions, etc. C'est une bonne chose, surtout si on les fait à bon prix. Bref, maintenant, dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on a une dette nette sur EBITDA inférieure à 5? On a quelque chose en tout de 2,2. C'est pas mauvais. Et la question qu'on va se poser, généralement, c'est de savoir, est-ce que, excusez-moi, j'ai dû éternuer, j'ai les bloqué, voilà, les aléas du direct, d'accord? Bref, est-ce qu'on a une entreprise ici qui a les possibilités de racheter, de repayer sa dette nette avec les free cash flow en moins de 10 ans? On se rappelle que net income et free cash flow vont dans le même sens. On a une dette nette en termes de volume de combien? Parce que je rappelle toujours que c'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende, la dette, le rachat d'actions, etc. Bref, c'est surtout les free cash flow qu'on doit regarder. On constate ici que c'est une entreprise qui n'a pas l'habitude de garder beaucoup de cash, d'avoir beaucoup de dettes. Au contraire, elle a souvent du cash net ici. Et je pense ici que c'est par rapport à la dernière acquisition qu'elle a plutôt eu une dette nette de plus en plus positive. Enfin, quand je dis positive ici, c'est pas bon quand la dette nette est supérieure à 0. OK? On dit c'est pas bon, ça ne veut pas dire forcément que c'est mauvais, mais on aimerait que ça soit plutôt en dessous de 0. OK? Qu'une entreprise ait du cash net plutôt que de la dette nette. OK? Mais c'est très rare et ça ne nous dérange pas non plus. Tout dépend ici du ratio qu'on va obtenir à la fin. Bref, 2,3 milliards ici, divisé par le nombre d'actions, par le bénéfice net moyen ici. On peut repayer la dette nette ici, si ma mémoire est bonne, en moins de 4 ans. Alors qu'on recherche du 10 ans ici avec les free cash flow. Et je rappelle ici que j'ai pris un proxy net income free cash flow. OK? Donc, ceci étant pris en compte, on va se poser la question. Combien de fois les bénéfices vous êtes prêt à payer pour cette compagnie? On a une entité ici qui peut augmenter ses marges. On a une entité ici qui peut qui rachète ses actions, qui a une croissance des bénéfices nets par action plus élevée que la croissance des revenus. Peut-être également qu'il y a un business assez intéressant sur lequel elle est peut-être leader, où il y a des opportunités d'investissement, des opportunités de croissance supplémentaires. Combien est-ce qu'on serait prêt à payer ici? De tête, je sais que je vais payer entre 20 et 25 fois les bénéfices, mais plutôt 20. Mais on va voir ce que le marché a eu tendance à payer par le passé. Alors, et je prends le forward PE, parce que généralement, le marché peut payer 40 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, alors qu'en réalité, quand on prend les bénéfices attendus l'année prochaine, on est plutôt aux alentours de 25 fois. Donc, j'aime bien souvent prendre le forward PE également. Je compare les deux. Et comme je dis toujours, je réfléchis toujours en termes de rendement. 20 fois les bénéfices, pour moi, c'est 5% de rendement. 40 fois les bénéfices, c'est 2,5% de rendement. La question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que je suis prêt à acheter une compagnie ici à 40 fois les bénéfices, qui n'a pas de croissance, ou bien une compagnie qui se négocie ici à 40 fois les bénéfices, mais qui a peut-être 50% de croissance, qui s'attend peut-être à faire du 50% l'année prochaine. Je n'utilise jamais le PEG. Moi, j'aime bien calculer mes affaires comme ça. OK? Donc, je ne cherche pas à avoir précisément raison, mais le moins tort possible, et je me fie toujours à la qualité du business. Ici, nous avons une compagnie qui a à peu près 20 points, qui se négocie à 20 fois les bénéfices, 21 fois les bénéfices, etc. Je dirais 20 fois les bénéfices. J'aime bien aller regarder ici comment est-ce qu'elle utilise ses actifs. Est-ce qu'elle est assez efficiente ici? Quel est le ROTCE? D'accord? On voit ici, et quand je vous présente ce graphique, ces chiffres-ci, ce qu'il faut regarder, c'est la stabilité avant la croissance. OK? Première chose qu'on regarde, c'est la, répétez, excusez-moi, stabilité avant la croissance. OK? Qu'est-ce qu'on observe ici? Je ne cherche pas un chiffre exact. Je veux voir si on est aux alentours des 19-20 fois les bénéfices, les 20%. Vous voyez ici que on a des marges des marges qui augmentent, enfin, ce n'est pas des marges en fait, on a un ratio qui augmente de plus en plus. 21%, 34%, 44%, 51%, 48%. Je ne vais pas me dire ici, ouais, mais pourquoi est-ce que ça a diminué? Non. Pour moi, on est déjà au-dessus du 30%. Et ça depuis 2019. Qu'est-ce qui a changé entre 2018 et 2019?
C'est ce que vous devez aller rechercher. Même quand on prend en considération le ROC, le ROCE, comme on aime ça, ou bien le ROS, ou bien le ROT, bref, vous l'appelez comme vous voulez, on se rend compte qu'il y a un changement également ici. Et ça prend en considération les actifs intangibles, ça prend en considération les actifs intangibles. OK? On se rend compte également qu'il y a un changement ici. Donc, cette compagnie est de plus en plus efficiente. Et on aime ça. D'accord? C'est exact. Et quand vous allez la comparer aux mêmes entreprises, aux entreprises qui font la même chose dans son secteur d'activité, posez-vous la question de savoir laquelle est plus efficiente que l'autre. Est-ce que c'est Sartorius? Je ne dis pas que Sartorius est un concurrent pur et parfait, mais pourquoi pas prendre ici Sartorius? Ticket symbole DM. Sartorius, voilà, on va vérifier. Et vous remarquez quoi sur Sartorius? C'est aberrant, comme le dit un certain youtubeur. Aberrant, littéralement. Ça là, quand je vois ceci, je me dis, c'est intéressant d'aller regarder en profondeur. Mais si vous prenez ça en prenant en considération les actifs intangibles, vous allez voir que c'est moins beau. Mais c'est parce que l'entreprise fait beaucoup d'acquisitions. Mais or, ces actifs intangibles, on aura tendance ici à les... enfin, je dirais pas aller dévaluer. Enfin, on aura tendance ici... les actifs intangibles auront tendance à diminuer dans le temps parce que ça permet de réduire les impôts, etc. Un jour, il va vous dire, ouais, mais on pense que l'entreprise qu'on a achetée à tel prix, on va plutôt, vu qu'on a un goodwill ici, on va plutôt réduire à peu près ça de 100 millions ici. Donc, on va prendre une charge non financière. Ça réduit les taxes. D'accord? Mais parfois également, ici, c'est pour cacher le fait qu'on ait fait une erreur lors de l'acquisition d'une compagnie. Donc, par exemple, si on parle de DIM, le but n'était pas de parler de DIM ici, mais vous me connaissez, j'aime toujours dévier ici, parce qu'à la fin de la journée, on aime parler des belles entreprises. Cette compagnie-ci pourrait être intéressante à aller regarder. Hein. Oui, je sais, le multiple ici de valorisation est un peu élevé. Elle a connu une période difficile avec le Covid. Mais voilà, on peut avoir un prix un peu... Voilà, je dirais ça peut être intéressant à aller regarder. Je ne dirais pas que le prix actuel est extraordinairement bien. Mais voilà, si on vient nous chercher aux alentours de, disons, $132, pourquoi pas? 132 €, pourquoi pas? OK, mais au prix actuel, bon, peut-être qu'on va aller chercher autre chose. Bref, pour terminer l'évaluation, puisqu'on a le PER, etc., on va aller très rapidement ici. 20 fois les bénéfices, n'est-ce pas? Je change. Vu que les bénéfices nets ici ont tendance à représenter les free cash flow, mais on vérifie quand même selon les analystes, hein, est-ce qu'ils ont tendance ici à avoir à peu près le même niveau? Ouais, c'est ça, presque le même niveau, c'est correct. Est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Est-ce que c'est un business qui est prévisible? Oui. 20 fois les bénéfices, j'aime bien, je me projette un tout petit peu en 2025. On me demande de payer à $280 un business qui pourrait me rapporter d'ici 2025, d'accord, à peu près 13,31 €, soit un rendement sur coût de 4,75%. Donc, quand je vois ça, je me dis ceci, c'est un business qui est correctement évalué. OK? Je recherche du 8%. Donc, j'aimerais l'avoir aux alentours ici. Voilà, si c'est 8%, c'est de tête. Hein, je ne fais pas faire ça précisément à raison. Donc, ici, j'aimerais l'avoir aux alentours de $170, $160. OK? Au prix actuel, ça ne va peut-être pas m'intéresser. Si je choisis même y rentrer, c'est uniquement pour ouvrir une position de suivi. Mais le prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée. Oui, mais elle ne verse pas de dividendes. Cette compagnie-ci, si elle veut, elle peut vous reverser 4,18% de dividendes. Disons même qu'elle vous verse 50% ici de ce qu'elle gagne en bénéfice net ici. Elle peut reverser en date d'aujourd'hui 2%. Et ce dividende-là sera stable il y a de fortes chances qu'il soit stable et croissant dans le temps. Donc on va vous dire, oui, mais il faut regarder la croissance dividende, etc. Elle va finir par verser un dividende. Ça, c'est sûr et certain. Si le business reste aussi qualitatif. Alors, le rachat d'actions est un dividende déguisé. Donc, en fait, au lieu que c'est vous qui décidez de racheter les actions ici, de par le versement du dividende, l'entreprise le fait pour vous. Et en termes de taxes, c'est plus efficient. D'accord? Tôt ou tard, il y a de fortes chances qu'elle vous verse un dividende. OK? Bref, je faisais ça pour une vidéo de 15 minutes. Mais je me rends compte que je parle depuis 14 minutes. Comme d'habitude, hein, on essaye de toujours donner le maximum d'informations ici. OK, ça reste une analyse quantitative. Allez lire vos rapports financiers. Si cette compagnie-ci vous intéresse, il y a de fortes chances que ce soit le cas en termes de qualité. OK. N'oubliez pas également, en lien dans la description de la vidéo, vous avez ici la top newsletter. Et en premier commentaire épinglé, vous verrez ce que vous verrez. D'accord? Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.